à tous. Alors j'avais pas franchement prévu de filmer aujourd'hui, en tout cas pas de vidéo lecture et pour la chaîne de lecture, mais je suis seule, c'est calme, j'ai reçu mes nouveaux rouges à lèvres dont ce orange que j'adore et dont je suis fan. Donc l'occasion est parfaite et l'occasion fait le larron. Je vais donc filmer, d'autant que j'ai plein de trucs à filmer en fait. Donc aujourd'hui on se retrouve comme vous l'aurez vu dans le titre pour mon bilan lecture de décembre hors Biblio Hall, hors PAL Biblio Hall. Donc c'est tout ce que j'ai lu hors médiathèque, hors emprunt, voilà. Donc j'ai 9 livres à vous présenter. Je pense que j'ai tout mis, je pense que je n'ai rien oublié. C'est possible que ça soit le cas, même si je note, je vais sur Booknode et je regarde mes lectures, etc. pour être sûre de rien oublier. Ça peut arriver parfois que j'en oublie. Mais déjà 9 c'est pas mal, donc on va pas traîner, on y va tout de suite. Première lecture de décembre qui était en lecture commune avec Snodza, donc Marion de la chaîne Snodza. C'était Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, qui a été une lecture que j'ai adorée, que j'ai vraiment aimée. Très sincèrement, je l'ai commencé en ayant un peu des a priori, parce que je suis pas forcément fan de l'intégralité des publications de Saxus de manière générale, parce que je sais que c'est plutôt du young adult et que c'est pas forcément ce que je préfère, et puis parce que j'en avais tellement entendu parler que j'ai toujours un petit peu une méfiance par rapport aux livres que je vois trop passer. À tort ou à raison, toujours est-il que je partais pas franchement hyper confiante. L'histoire du prieuré de l'Oranger, c'est en fait un monde séparé en continents, on peut dire, avec différents royaumes, différents systèmes politiques. On va suivre principalement ce qui est l'équivalent de l'Occident, je sais plus les noms, j'ai plus les noms, donc on va faire sans les noms. On va suivre une reine qui vit dans un rénome. Chaque reine a une fille qui devient l'héritière et qui récupère la royauté. Et cette reine, au début, est comme elle est, donc elle est comme quelqu'un d'assez seul finalement, parce qu'elle est reine, qui doit avoir toujours une attitude, un certain type d'attitude, si vous voulez. Et elle a auprès d'elle une jeune femme qui... Alors j'ai plus aucun nom, donc je vous les mets là, si... Voilà, mais... Donc elle a auprès d'elle une jeune femme qui, on le voit bien, officiellement sert de, je sais plus, dame de compagnie, quelque chose comme ça, mais on voit bien quand on la suit qu'elle n'est pas que ça, qu'elle sait faire de la magie, qu'elle sait se battre, la magie est interdite dans ce royaume, et qu'elle est là pour protéger la reine Sabran, voilà c'est ça, la reine Sabran, on ne sait pas trop de quoi ni pourquoi. En parallèle, on va suivre un autre royaume qui serait l'équivalent d'un continent asiatique, je pense, où on va suivre une jeune fille qui finit sa formation pour être dragonnière et donc chevaucher un dragon. Et, sachant que les dragons, c'est plutôt les dragons type Eragon, donc des créatures intelligentes, indépendantes, qui acceptent d'avoir un partenaire mais qui ne sont pas ni inférieures ni soumises. Et donc cette jeune fille est orpheline, est pauvre et voilà, vient d'une condition sociale assez précaire. Et pour elle, c'est évidemment très important de réussir à devenir dragonnière. On va démarrer sur ces deux histoires principales. On va suivre un troisième personnage aussi qui est le personnage de Nikolai, je crois, qui est un alchimiste qui a été exilé par la reine Sabran et qui se retrouve donc plutôt sur le continent asiatique, enfin l'équivalent du continent asiatique. Je suis désolée, j'ai plus les noms, du coup ça casse un peu le côté mystérieux. Mais voilà, qui est près de la jeune femme qui veut devenir dragonnière sur une île isolée, exilée aussi. Et on va suivre ces trois histoires en parallèle tout au long du roman. Parfois certains autres personnages ponctuellement parce qu'ils sont éloignés du groupe et qu'il se passe des choses intéressantes. Et tout l'enjeu en fait c'est que le grand méchant, qui est un méchant dragon, je sais plus les termes. Hein, il y a des termes précis. Donc il y a les dragons de feu qui sont les méchants, les dragons d'air qui sont plutôt des gentils, même s'ils sont mal considérés par d'autres royaumes parce qu'on les associe aux dragons de feu, eux sont plutôt, sont plutôt du bon côté, entre guillemets. Et le grand méchant va se réveiller au bout d'un temps donné. En fait, toute l'aventure va tourner autour du fait d'empêcher ou alors de détruire ce grand méchant qui veut du mal à toute l'humanité et tous les animaux, tout en fait, à tout le monde. Voilà, donc je vais pas trop en dire plus, d'une part parce que j'ai plus les détails précis dans l'esprit et que ça va être confus et je pense que ça l'est déjà un petit peu, mais sachez juste que c'était une très bonne lecture. Pourquoi? Parce que moi je n'ai pas eu de problème avec l'ellipse ou les batailles très courtes. J'aime pas les batailles, c'est pas mon délire, que ça soit dans l'espace, que ça soit avec la magie, avec n'importe quoi. Les batailles, c'est pas mon délire, donc moi tout ce qui était un peu ellipse ou bataille assez raccourcie, ça m'allait très bien. J'ai trouvé que le rythme était bon, dès le début j'ai été dedans, j'ai vu que des personnes avaient mis du temps à rentrer dedans,
Je dois vous avouer que moi je comprends pas parce que je trouve que dès le début on est dedans, dès le début on a envie de savoir, moi j'ai beaucoup accroché dès le départ, Marion aussi de mémoire, donc bon voilà, je vois pas j'ai pas compris en quoi c'était lent au début. J'ai bien aimé les systèmes de magie, j'ai bien aimé les personnages, même ceux qu'on n'aime pas, eh bien ils ont leur intérêt, je trouve. J'ai accroché évidemment avec certains personnages plus que d'autres. J'ai aimé le fait qu'il y ait de la représentation, que ça soit en termes de couleur de peau, en termes de sexualité, en termes de physique. Voilà, tout ça, c'est le fait qu'il y ait de la diversité dans ces royaumes, ça me semble tellement évident et tellement important. Et justement, dans ce royaume, il est normal qu'il y ait des gens avec différentes couleurs de peau. Ça n'est pas un sujet, c'est comme ça, c'est tout. Au même titre, je trouve qu'il y a une certaine liberté autour de la sexualité qui est plutôt pas mal. J'ai bien aimé le système de Rénome, j'ai bien aimé le fait que les femmes soient aussi importantes, j'ai bien aimé qu'on mette les hommes un petit peu en difficulté et qu'on les mette aussi face à des moments où en temps normal on les mettra en tant que héros et là c'est pas le cas. J'ai bien aimé l'évolution des personnages, j'ai bien aimé en fait tout dans l'ensemble. Bref, ça fait trop longtemps que je parle de ce livre, mais je l'ai beaucoup aimé. Il va prochainement être édité en édition collector spéciale et très sincèrement, je vous avoue que autant je cours pas après forcément les éditions collector, autant là enfin je dis ça mais j'en ai acheté quelques-unes quand même, vous me direz, certes. Mais en tout cas, je cours pas après les éditions collector de Saxus, je vais pas tous les acheter parce que c'est des collectors, je m'en fous un peu. Mais le Prieuré de l'Oranger quand même, j'avoue que je suis tentée parce que c'est vraiment un livre que je vais relire. Le préquel va sortir aussi dans la foulée et j'ai envie de les avoir en beaux livres, j'ai envie de les garder, j'ai envie de les relire, donc je pense que je vais craquer. On verra, pour le moment les précommandes ne sont pas ouvertes et ça sera de toute façon, la sortie est en mars, donc on en reparlera à ce moment-là, je suis encore en réflexion. Le préquel, c'est sûr, je vais l'acheter. L'édition collector du Prieuré de l'Oranger, je réfléchis, je vois, voilà. Deuxième livre que j'ai lu en décembre, et c'est un graphique, c'était L'épée d'Annabelle Colasseau, dont je vous ai parlé, que je n'ai pas apprécié outre mesure. J'ai aimé assez l'aspect graphique, le problème étant que les personnages étaient tellement peu expressifs de par le trait que du coup rien ne semblait avoir d'enjeu, rien ne semblait les toucher et moi ça m'a perdu en fait parce que je savais pas quand je devais avoir peur ou pas. Enfin, vous voyez, c'était très déstabilisant cette absence totale d'expression faciale. Donc voilà, je ne dis pas que c'était mauvais, mais voilà, je l'ai lu, c'était sympa, mais pas plus quoi. C'est même plus très bien l'histoire pour être franche, il y a une histoire, donc ça va parler d'une épée, pourquoi? Parce que une princesse trouve une épée, alors c'est pas une princesse comme on l'entend au sens classique du terme, c'est plutôt une princesse un peu badass, qui trouve une épée et qui doit, je sais pas, vaincre un monstre ou je sais pas quoi, enfin bref. L'histoire aurait pu être pas mal, mais je vous dis, cette absence totale d'expression faciale des personnages m'a totalement larguée, totalement larguée. Je suis passée à côté en fait du coup. Troisième lecture, j'en ai parlé dans mes flops de l'année 2022, c'est Rose éternelle d'Ophélie Duchemin. Je ne vais pas en reparler parce que j'en ai parlé en vlog, j'en ai parlé en flop, je vous mets la vidéo. Sachez juste que pour moi, les aspects négatifs prenaient beaucoup trop le pas sur les quelques points positifs que j'y ai trouvés et que du coup ça ne l'a pas fait, c'était un abandon. Je me suis forcée à aller le plus loin possible en me disant que si c'était autant plébiscité, c'est qu'il devait y avoir quelque chose que j'allais rater ou que j'avais raté. Mais j'ai abandonné parce que j'en pouvais plus. Pénélope l'a lu et de ce qu'elle m'a dit, ça valait pas tellement le coup que je continue parce qu'on reste sur la même lancée malgré tout. Donc voilà, c'était vraiment un échec pour moi. Je pense que c'est dû au fait que, premièrement, je ne suis pas le public cible. Deuxièmement, c'est peut-être un écrit qui date un peu. Et troisièmement, j'avais trop d'attentes de par justement ce plébiscite unanime. Je n'ai vu aucun avis négatif sur ce livre. Voilà. Donc tout est dit. Quatrième livre que j'ai lu en décembre, et c'était une lecture commune avec Pénélope, c'était le tome 3 de Cuchiel qui s'appelle Je crois l'Avatar. Je les confonds les tomes. Le 1 c'est l'élu, le 2 c'est la marque, ou l'inverse. Bon, je crois que le 3 c'est l'Avatar. C'était une très bonne lecture. Dans le tome 3, on va retrouver Phèdre et d'autres personnages d'autres personnages dont je peux pas parler pour pas spoiler. Mais sachez juste que c'était une très bonne lecture. La map va s'élargir, on va beaucoup voyager dans ce tome, donc il y a beaucoup de moments de latence, de voyage que moi personnellement je suis pas fan de ces moments-là. Je suis pas très fan de voyage. En plus, ça va être des moments de voyage sur des bateaux, alors moi, voilà. Mais malgré tout, j'ai beaucoup aimé parce que ça conclut la saga et ça la conclut bien. Parce que j'aime la plume de Jacqueline Carré, parce que je suis très attachée au personnage, et ça c'est très fort, parce que c'est pas souvent le cas que je sois vraiment attachée au personnage. Là j'étais vraiment très attachée au personnage, je les trouve quand même bons, j'aime bien leur évolution. On a un personnage qui est un petit peu cliché,
mais c'est son âge qui veut ça, je pense. Je vous préviens cependant que autant on retrouve beaucoup de sexualité dans le tome 1 et 2, très particulière, hein, puisqu'on est, je sais pas si vous connaissez Cuchiel, mais en gros, c'est une jeune femme qui éprouve le plaisir par la douleur physique. Donc c'est très déstabilisant si on n'est pas à l'aise avec ça, ça peut être très déstabilisant si on... Voilà. Mais dans le tome 3, ça va beaucoup plus loin et on tombe franchement dans de la dark fantasy. C'est, il y a un long moment quand même, ou en tout cas ça m'a semblé long, je ne saurais même pas vous dire en termes de pages, mais moi ça m'a semblé très long, où c'est vraiment affreux, c'est vraiment glauque, c'est violent, c'est cruel, c'est sombre, c'est tout ce que vous voulez et c'est terrible. Une fois qu'on a... Et ça arrive quand même sur jusqu'aux 2 tiers du bouquin, je pense, plus que les 2 tiers à mon avis. Je me rappelle plus bien, mais ça dure quand même assez longtemps. Et une fois qu'on a passé ce moment-là, eh bien voilà, après voilà, il se passe autre chose. Mais ce passage est quand même très long et très dur et violent, donc je ne sais pas si c'est vraiment fait pour tout le monde, je ne le pense pas. Si déjà le tome 1 et 2, vous êtes mal à l'aise avec tout ce que ça peut impliquer en termes de sexualité, n'y allez pas, mais alors le tome 3, voilà, je pense qu'il faut avoir le cœur bien accroché et je suis contente qu'on ait lu en lecture commune avec Pénélope, parce que le fait de pouvoir en parler et d'échanger autour de ça, ça rendait le truc un peu moins dur à avaler. 5e livre que j'ai lu, c'est le tome 2 des Chroniques de Sainte-Marie de Jodie Taylor. Je ne sais plus le titre du tome 2, je vous remets l'image là. Donc le tome 2 des Chroniques de Sainte-Marie, c'était comme le tome 1, je sais même plus franchement l'histoire. Ça va démarrer un peu avec un truc autour de Jack l'Éventreur, je crois. Et ensuite ça va aller jusqu'à la cour de Mary Stuart, il me semble, quelque chose comme ça. Bref, le concept des Chroniques de Sainte-Marie, c'est en gros un département d'une université d'histoire qui a une machine, enfin des machines, pour remonter le temps et revivre des épisodes du passé. Il y a des règles très strictes autour de ça. Les historiens qui travaillent à Sainte-Marie ont des règles très strictes, on peu de contact avec l'extérieur, même leur famille. C'est quand même, c'est pas juste pour blaguer, on va pas juste se balader dans le passé. Bref, donc ça c'est la trame de base de tous les tomes. Après, il y a des aventures dans chaque tome. Le tome 2, il y avait plusieurs aventures comme dans le tome 1. Ce que je peux vous en dire, de manière générale et un avis général, c'est que j'aime le concept. J'apprécie relativement les personnages, c'est pas le grand coup de cœur, mais ça va, j'ai pas de problème avec eux. Mais il y a toujours des moments où c'est trop long à mon sens, et il y a toute une partie d'histoire qui a l'air hyper importante et qui moi ne m'intéresse pas, autour de d'autres personnages qui sont aussi plus ou moins de Sainte-Marie mais du passé ou du futur, je sais pas trop. Et tout ça, moi, ça me gave. Et voilà. Autant quand on est dans le passé et qu'on vit des trucs, genre quand ils vont à la cour de Mary Stuart, c'est hyper intéressant. Autant tout cet aspect un peu guéguerre avec des mecs de Sainte-Marie du passé ou du futur, ou un peu les deux finalement, moi, ça me saoule. Voilà. Donc c'est un petit peu... Voilà. Donc c'est une lecture sympa. J'ai pris le tome 1 et 2 sur liseuse. Je les ai achetés en promo parce qu'il y a eu une grosse promo. J'ai dû payer genre, je sais plus, 3 € le tome, je crois. Je vais pas acheter les autres. Par contre, je sais qu'il y a 7 tomes à ma médiathèque. Peut-être qu'à l'occasion, je l'emprunterai. Ceci étant dit, j'ai peur que, autant c'était sympa quand je lisais ça le soir avant de dormir, est-ce que j'ai envie de me poser et de monopoliser du temps pour les Chroniques de Sainte-Marie? Je sais pas. Donc j'essaierai, on verra bien. Peut-être aussi que ça peut, mon avis peut évoluer, parce que s'il y a 12 tomes, je crois, enfin beaucoup de tomes, ça veut dire que les premiers sont assez vieux, donc il a pu se passer plein de trucs entre-temps, au niveau de l'écriture, au niveau de l'évolution de l'histoire, etc., qui font que j'apprécie plus les tomes, les derniers, donc à voir. Je vais essayer. Dans tous les cas, c'est pas une mauvaise lecture, donc pourquoi pas continuer. Voilà, c'est une lecture moyenne, sympa, on va dire, sympa. 6e lecture que j'ai fait en décembre, c'est La vie invisible d'Adi Larou de V.I. Schwab. Je pense que tout le monde a vu passer ce livre. J'en ai parlé tellement de fois que je suis pas sûre que ça vaille la peine que j'en reparle. Très rapidement sur mon avis. Donc pour le résumé, je vous remets tout en barre d'infos. Allez voir si ça vous intéresse. Mais pour mon avis général, j'ai vraiment adoré cette lecture. Je trouve que en fait, je trouve que pour moi, le point fort de l'histoire, c'est la capacité de l'autrice à rendre cohérent quelque chose d'aussi difficile à rendre cohérent, parce que la malédiction que subit Adeline est pleine de contraintes très compliquées et qu'elle arrive à ce que ça soit cohérent malgré tout. Et ça, c'est fort. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Adi, j'ai beaucoup aimé la plupart des personnages. J'ai adoré tous les moments dans le passé, j'ai trouvé ça génial. J'ai adoré son évolution, voilà. C'était trop bien. Franchement, c'était vraiment une très 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 bonne lecture. Je vous la recommande. Il n'y a pas de truc, je pense, qui soit particulièrement heurtant, bien que... Bon, ouais, c'est pas à mettre dans toutes les mains quand même, pas des plus jeunes par exemple. De mémoire, j'ai pas de trigger warning particulier. Au-delà du fait que j'ai adoré, je tiens aussi à dire et à
particulièrement vous mettre en avant la plume de Willy Schwab qui est quand même d'une qualité incroyable et la traduction qui a l'air d'une qualité aussi exceptionnelle. Donc si vous avez l'occasion, lisez La vie invisible d'Adi Larou. Je n'ai jamais rien lu d'autre de Willy Schwab, je vais regarder, mais je pense que quand même celui-là est un peu un ovni dans sa bibliographie. Donc voilà, allez découvrez cet ouvrage. Le 7e titre que j'ai lu en décembre, c'est La parabole du semeur d'Octavia Butler, dont j'ai parlé aussi énormément. Je l'ai lu dans le cadre de la lecture commune organisée par Paper Palace sur son Patreon. C'est une histoire plutôt dystopique, mais pas dystopique comme on l'entend, c'est-à-dire pas dans le sens young adult, ou pas comme Divergente et ce genre-là. Là, on est dans une espèce de dystopie, mais qui est probable, qui semble tout à fait probable, qui semble pouvoir arriver. Puisque quelque chose, on ne sait pas trop quoi, mais c'est sûrement multifactoriel, a fait que la civilisation s'est un peu effondrée. Il n'y a plus assez d'eau pour tout le monde, il n'y a plus assez de travail pour tout le monde, les communications sont difficiles, il y a peu d'accès aux ordinateurs, etc. Et les gens vivent regroupés par quartiers, protégés dans des murs, et ceux qui sont à l'extérieur, c'est en gros la jungle. Et notre personnage principal, qui a 15 ans au début, sent bien qu'à un moment ou à un autre, nécessairement, les gens de l'extérieur vont essayer de piller leurs ressources à eux, puisqu'elle a la chance de vivre dans un quartier un petit peu protégé. Et elle essaie de se préparer à ça, et il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'elle doit partir, et elle part un peu en quête d'un autre part où vivre, quoi. C'est très très dur. Il y a tous les trigger warnings qu'on peut imaginer. C'est hyper dur, hyper violent. Et c'est d'autant plus dur et violent que le personnage a un regard très froid sur ce qui l'entoure, de par le fait, je pense, qu'elle vit là-dedans depuis toujours ou quasiment, ainsi que parce qu'elle se protège, je pense, de ce qu'elle voit et de ce qu'il y a autour d'elle, bien qu'elle soit très empathique et qu'elle ait très envie d'aider à plein de moments des gens. C'est très dur à lire, c'est pas pour tout le monde, je pense, de par ce fait. Mais c'était vraiment incroyable, c'était une lecture incroyable, j'ai adoré, je sais que Paper Palace a adoré aussi, je sais que Pénélope va le lire plus ou moins prochainement, parce que je l'ai un petit peu forcé, je vous avoue, et je n'ai qu'une hâte, c'est de lire La parabole des talents qui est ici et qui m'attend, qui est donc la suite. Je vous informe, au cas où vous l'ignoreriez, qu'il y avait 5 tomes de prévus, mais que malheureusement Octavia Butler est décédée avant de pouvoir terminer l'intégralité de sa saga. Donc nous n'aurons que les 2 premiers, mais tous deux sont quand même des... C'est quand même des unités à part entière. On peut lire que le 1, il y a un début, une fin, il se passe... enfin voilà, il y a une compréhension qui existe dans chaque tome, il y a une cohérence dans chaque tome, il n'y a pas besoin de la suite forcément, mais je pense qu'on passe à côté de l'intégralité de la réflexion de l'autrice et c'est vraiment une grosse perte à mon avis. Enfin, dernière lecture de décembre, je pense que c'est tout. J'ai peur d'oublier quelque chose, mais bon, c'est pas grave. Dernière lecture de décembre, c'est Boudica de Jean-Laurent Del Socorro qui va s'attacher au personnage historique et ayant existé de Boudica, qui était donc une femme celte qui vivait sur l'île de Bretagne, qui était reine du peuple Icène et qui a mené son peuple ainsi que d'autres à la guerre contre les Romains suite à l'agression de ses filles par les Romains, suite à son humiliation et au fait que les Romains de toute façon étaient quand même dans l'ensemble pas... voilà, étaient quand même des envahisseurs malgré tout, hein, même s'ils faisaient des routes et tout ce qu'on veut et on peut en dire tout le bien qu'on veut, ça reste des gens qui viennent, qui s'approprient et qui exigent des sous de la part des habitants de l'île pour avoir la paix entre guillemets. Bon bref, on en pense ce qu'on en veut, hein, les avancées romaines, mais soit. Donc Boudica, qui est une femme très courageuse, part à la guerre contre eux, et ça va parler de tout ça, de son enfance, du moment où elle va naître, jusqu'à la fin de sa vie, et c'était très intéressant. Je sais que par exemple, Juliette a déploré le fait qu'il n'y ait pas assez de construction de l'univers, que je peux parfaitement entendre. Moi, ça ne m'a pas dérangé dans la mesure où j'avais, je pense, des connaissances prérequises à la fois sur les cultures celtes, à la fois sur tout ce qui est guerre des Gaules, puisque j'ai lu César, et j'ai lu quelques textes autour de tout ce qui est guerre romaine, guerre antique, etc. Donc, peut-être que le fait d'avoir déjà un peu ce prérequis de connaissances fait que ça m'a pas dérangé. Moi, j'ai trouvé que la construction du personnage était quand même très intéressante. Alors effectivement, Boudica est froide, elle parle peu, elle a une façon d'être avec laquelle on accroche ou on n'accroche pas. Moi, ça m'a plu. J'ai trouvé son évolution cohérente. Je comprenais pourquoi elle était comme elle était à différents moments de sa vie. Voilà, dans l'ensemble, moi, ça m'a bien plu. Effectivement, ce qui est le plus important dans l'histoire avec un grand H, à savoir le moment où elle mène les gens à la guerre, prend peu de place et arrive à la fin de l'ouvrage. Mais je comprends pourquoi, parce que finalement, si on avait fait, enfin je pense que si Jean-Laurent Del Socorro avait fait le choix de ne faire un ouvrage qu'autour de ce petit passage, ça aurait été soit trop long, soit trop court, mais bon, peut-être pas
voilà, il aurait manqué d'explications sur pourquoi elle réagit comme ça. Et voilà, moi je trouve ça cohérent, je trouve ça bien fait. Je pense que Jean-Laurent Del Socorro s'est bien renseigné avant d'écrire tout ça. On sent qu'il y a des connaissances sur la culture, sur les us et coutumes des peuples celtes et notamment des peuples de l'île de Bretagne. Donc ça m'a bien plu. J'ai vraiment bien accroché avec Boudica. Donc voilà. Oh là là, le soleil revient. J'ai terminé mon bilan de lecture de décembre, donc lui plus celui du Biblio Hall, ça fait quand même pas mal de lectures, même si dans le bilan Biblio Hall, il y a aussi en fait finalement des lectures qui datent de janvier, parce que comme j'avais filmé mais que j'ai supprimé sans faire exprès, bah, j'ai profité pour tout retourner, mais c'est pas très grave. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à me donner des recommandations, notamment autour des écrits de Jean-Laurent Del Socorro qui m'intéressent pas mal. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!